Alors, bonjour, bienvenue à ce grand entretien avec le juge en chef du Canada et son engagement à lutter contre la désinformation. On est bien heureux de vous voir en si grand nombre en ce dimanche. Oui, le festival tire à sa fin. On a gardé la crème de la crème pour la toute fin, bien évidemment. Pas sûr, Si on pas était... sûr. Mais je dirais, si on était en pratique privée dans un bureau d'avocat, je pense que je peux présumer que ces honoraires seraient très, très élevés. Alors, on est très chanceux de l'avoir pour une heure complète avec nous. Donc, on se considère très chanceux, oui, qu'il se soit impliqué gratuitement, mais aussi de façon très généreuse avec nous. Donc, le juge en chef du Canada qui arrive non pas tout droit d'Ottawa, mais du Brésil, Richard Wagner, bonjour. Bonjour, Mme Fan. Bonjour. Alors, merci de me recevoir. Merci de me recevoir dans cette belle région, probablement une des plus belles régions de la Gaspésie, qu'on ne visite pas assez souvent. Et quand j'ai vu l'invitation, quand j'ai vu le programme, je me suis dit, il faut absolument que je vienne ici parce que ce sont des sujets de discussion qui sont excessivement importants par les temps qui courent. Alors, merci de me recevoir ici. Juste pour que le public puisse bien comprendre, je vais d'abord vous présenter. Monsieur Wagner, vous baignez dans le milieu du droit depuis la naissance. Votre papa a été avocat, procureur, juge, homme politique fédéral et provincial, ministre de la Justice au Québec. Vous êtes né quelque part à travers tout ça et vous êtes né à Montréal. Vous avez bien sûr étudié en droit et lorsque vous étiez avocat, vous êtes surtout spécialisé dans des causes relevant de la responsabilité professionnelle, du litige commercial, des actions collectives. Vous êtes devenu juge de la Cour supérieure en 2004, juge de la Cour d'appel en 2011, court passage, puisque dès l'année suivante, vous avez été nommé juge de la Cour suprême en 2012 et puis juge en chef en 2017. À plusieurs reprises, on a souligné votre contribution pour l'avancement du droit et la primauté du droit et vous avez même reçu la médaille d'honneur en 2023 du World Jurist Association lors d'une cérémonie qui s'est déroulée aux Nations Unies. Alors, jusqu'à présent, pas de désinformation? Non, ça va très bien. Premier test réussi. Alors, d'entrée de jeu, peut-être juste nous expliquer pour le commun des mortels, que représente votre rôle? Quelle est votre mission en tant que juge en chef? Bien, il y a plusieurs rôles. Alors, pour commencer, j'ai plusieurs chapeaux. Alors, le premier rôle, c'est comme juge. Alors, juge à la Cour suprême, le premier devoir, c'est d'entendre des causes qui nous arrivent et de rendre des jugements. Ça, je le répète souvent à mes collègues, mes 8 autres collègues, votre première obligation est entendre les causes et rendre des jugements dans un temps raisonnable. Maintenant, comme juge en chef, là, je suis juge en chef de la Cour suprême. Alors, on a 250 employés à la Cour suprême. C'est beaucoup de personnel. Ça comprend des jurilinguistes, ça comprend du personnel de soutien, l'informatique. On va peut-être parler d'intelligence artificielle tantôt. Ça comprend ça également. Alors, je suis donc responsable de ce groupe-là comme juge en chef de la Cour. Bien évidemment, je dois être responsable des assignations des dossiers. Qui va siéger sur tel dossier? Est-ce qu'on siège à 9? Est-ce qu'on siège à 7? Est-ce qu'on siège à 5? On ne siégera jamais à 4, jamais à 6, jamais à 8, parce qu'on veut éviter des jugements qui ne vont nulle part. Alors, donc, il y a une tâche d'administration quand même assez importante aussi. Et comme juge en chef de la Cour suprême, on devient automatiquement président du Conseil canadien de la magistrature, qui est le regroupement des 44 juges en chef et juges en chef adjoints à travers le pays. Et donc, on se réunit quelques fois par année. Il y a des groupes de travail également qui sont formés sur l'éthique, sur la discipline, sur la formation des juges. Alors ça me tient également à s'occuper. J'ai également le chapeau de président de l'Institut national de la magistrature. Alors, l'Institut national de la magistrature, c'est une belle organisation qui donne la formation professionnelle aux juges fédéraux et provinciaux à travers le pays. Et donc, on prépare les cours, on supervise les cours qu'on donne aux juges. Et depuis plusieurs années maintenant, on donne la formation aux juges étrangers. On était en Ukraine jusqu'au début de la guerre pour aider les juges à
familiariser avec la notion de conflit d'intérêts, les principes d'éthique, mode de nomination, rédaction de jugement. Alors, on est dans plusieurs pays. On a une entente qui commence maintenant avec le Vietnam. Alors, je peux vous en parler pendant des heures de temps. Je suis très, très fier de l'INM. C'est une belle organisation professionnelle qui prévoit, qui donne la meilleure formation à nos juges au Canada. Et vous me direz que j'ai un préjugé, mais c'est vrai. Je pense qu'on a la meilleure magistrature, une des meilleures magistratures au monde, la mieux formée. Finalement, comme juge en chef de la Cour suprême, on devient juge en chef du Canada. Donc ça veut dire que je suis juge en chef de tous les juges au Canada. Il y en a 2500, provinciaux et fédéraux. Et je deviens donc le porte-parole de ces gens-là au niveau de l'accès à la justice, au niveau des problèmes qui pourraient survenir au niveau de l'indépendance judiciaire, de la règle de droit, de la démocratie. Et donc, ça entraîne évidemment d'autres genres d'obligations. J'ai un autre chapeau aussi. Allez-y. Non, mais je m'en allais vous amener parce qu'il y a aussi un fait rarissime. Peut-être c'est là que vous en alliez, mais... Non, mais je sais où vous en allez, vous. Aucune subtilité. Allez-y. Non, mais quand le gouverneur général n'est pas en fonction. Oui. Alors, c'est un autre chapeau, j'en ai deux autres à vous parler. Donc, celui-là, c'est une particularité au Canada, en vertu des lettres, ce qu'on appelle les lettres patentes de 1947. On prévoit que le juge en chef du Canada peut agir comme gouverneur général lorsque le gouverneur général n'est pas en mesure de remplir ses fonctions. Mais il est arrivé quelque chose d'un peu particulier il y a 3 ans. La gouverneure générale de l'époque a démissionné dans des conditions difficiles. Ça ne sert à rien d'élaborer là-dessus. Mais soudainement, du jour au lendemain, il n'y avait plus de gouverneur général. Et là, ce qui arrive dans la loi, c'est le juge en chef qui devient administrateur du Canada. C'est comme l'équivalent du gouverneur général, mais il y a un autre titre. Alors, c'est arrivé. Alors, j'étais assermenté samedi après-midi. Il fallait attendre que la reine signe le document, qui se rende jusqu'à Ottawa. Et là, j'étais assermenté en fin d'après-midi samedi. Je suis devenu administrateur du Canada. C'était pas dans le scénario, ça. C'est dur à dessiner dans un plan de carrière. Oui, c'est ça. J'avais jamais prévu que ça arriverait. Mais c'est la loi, c'est donc une responsabilité additionnelle. Je vous rappelle qu'à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, on avait un gouvernement minoritaire. Et ma grande hantise, c'était qu'il y ait un vote de non-confiance en Chambre des communes et que là, je décide, comme juge en chef du Canada et comme administrateur du Canada, qui allait former le prochain gouvernement. Alors, c'est pas arrivé, heureusement, mais ça a été quand même, j'en profite pour le dire, une expérience très positive. Vous savez, comme juge, c'est pas dans notre ADN d'être dans le politique. Comment les législations sont adoptées. La profondeur de notre service public au niveau du conseil privé, les contrepoids qu'on a au Canada. J'ai découvert ça avec cette tâche-là parce que je donnais la sanction royale au projet de loi, mais j'étais quand même briefé au moins une semaine d'avance sur d'où ça vient ce projet de loi-là, qu'est-ce que ça vise, etc. Et je posais des questions pour vérifier le bien fondé, pas la justesse, mais que tout était dans l'ordre. Et donc, il y a tout un mécanisme auquel je n'étais pas familier, que j'ai appris, et ça m'a réconforté dans la profondeur et la force de nos institutions au Canada. Et c'est la même chose au Québec, là, dans toutes les provinces. Et en même temps, j'ai pu rencontrer, le lendemain de ma nomination, il y a quand même 150 employés à Rideau Hall. C'est des gens qui étaient, je dois dire, très malheureux. Parce que, comme je vous dis, ça a été des circonstances très difficiles là, du départ. Ils ont souffert beaucoup, ces gens-là, pendant des années. Et ma première tâche que j'ai faite, je veux rencontrer ces gens-là. Alors, je les ai rencontrés par visio, c'était durant la COVID. Et donc, j'ai rencontré ces gens-là, puis je voyais des gens là, qui, je leur disais, là, votre tâche est importante, vous faites bien ça, vous êtes engagés, on a besoin de vous, puis je vais vous appuyer. Il y a des gens que je pouvais voir qui étaient désemparés. Alors, ça a été un 6 mois. Alors, à l'époque, quand le premier ministre m'a appelé, il m'a dit ben là, on a besoin de vous comme administrateur, mais on va nommer le gouverneur général assez rapidement. Ça a pris 6 mois. Alors, on a les délais qu'on a. Alors, ça commençait à être un peu difficile,
Mais ça a été quand même une belle expérience. Alors, il y a certains juges dont le décret a été signé par moi, ce qui est quand même assez ironique. Les ambassadeurs, je recevais les ambassadeurs étrangers, les nouveaux ambassadeurs. Alors, première porte au Canada, je les recevais, je leur expliquais le système de justice, etc. Puis, donc, ça a été une belle expérience. Mais le gros de votre tâche, n'empêche, c'est d'entendre et de vous prononcer sur des causes. C'est la première tâche qu'on a à faire. Ouais, tout type de causes. Mon dernier chapeau. Oui, c'est vrai, votre dernier chapeau. C'est arrivé à cause de la COVID. Et ça a été dramatique dans le monde entier, la COVID, particulièrement en Europe, mais ici également au Canada, au Québec. Mais il y a eu des bons côtés. On a découvert la technologie. Et donc, au mois de mars 2020, le 13 mars, tous les palais de justice au Canada ont fermé, comme les autres industries, là, puis les commerces, tout d'un coup. Mais là, il y avait des questions de pension alimentaire, questions de procès criminel par jury, il y avait des affaires d'urgence. Alors, j'ai communiqué avec le ministre de la Justice, M. Lametti, à l'époque. J'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on dit, on va faire quelque chose. Alors, on a mis sur pied le comité spécial pour la reprise des travaux en raison de la COVID-19. C'est la première fois que c'est arrivé au Canada, que le judiciaire et l'exécutif travaillaient ensemble sur un même comité pour voir à améliorer et à assurer l'accès à la justice. Et sur ce comité-là, il y avait des juges en chef de différentes provinces. Il y avait également un procureur général, M. Eby, qui est devenu premier ministre de la Colombie-Britannique par la suite. Il y avait des gens de Santé Canada qui nous tenaient informés des statistiques, comment est-ce que le virus se répand, quels sont les dommages, etc. Il y avait des groupes de travaux également qui ont été faits. Bref, on se rencontrait chaque mois par visio. On a mis sur pied des politiques, des meilleures pratiques dans certaines provinces par rapport à d'autres, pour essayer de reprendre les travaux. On a obtenu des amendements au code criminel. J'avais le ministre de la Justice, là. Fait que ça va plus vite dans ce temps-là, parce qu'il fallait trouver des moyens pour éviter que, par exemple, en matière criminelle, que les détenus soient toujours amenés au palais de justice pour comparaître ou pour d'autres mesures interlocutoires. Ça prenait un amendement au code criminel. On l'a eu en quelques mois. Bref, pour faire une histoire courte, ça a été un autre comité qui a quand même produit des belles choses dans des moments excessivement difficiles. Maintenant que la COVID est derrière nous, on a décidé, le ministre de la Justice et moi, de continuer notre travail. Et là, on se rencontre à chaque 3 mois au lieu de chaque mois. Et là, on vise à trouver des pistes pour améliorer l'accès à la justice pour les gens les plus vulnérables au Canada, ceux qui n'ont pas d'Internet, par exemple, les Autochtones. Alors, on va continuer notre travail. Moi, je suis assez fier de ce comité-là. Quand je rencontre mes vis-à-vis en Europe, ils sont très étonnés que l'exécutif puisse travailler comme ça avec le judiciaire. Jusqu'à date, tout le monde respecte ses limites. On reste dans nos terres, puis ça va bien. Donc, vous avez hérité de 2 nouveaux chapeaux en un très court laps de temps. Mais là, vous avez parlé de la COVID où, justement, pour nous, les journalistes dans le milieu journalistique, ça a été une période difficile pour les journalistes où on a assisté à beaucoup de désinformation, où les journalistes ont également été victimes d'intimidation, soit sur le terrain et tout. Vous vous êtes souvent prononcé sur le problème de la désinformation. Vous, en tant que juge, vous le ressentez depuis quand et qu'est-ce que vous craignez exactement dans tout ça? Ben, c'est-à-dire qu'on voit une tendance qui se dégage depuis les dernières années, pas tellement au Canada, au Québec, mais à l'étranger. Mais le monde est de plus en plus petit. Alors, ce qui se passe à l'étranger risque de survenir ici, surtout quand on regarde ce qui se passe au sud de nos frontières. C'est assez inquiétant. Et vous disiez tantôt que je revenais pas d'Ottawa, je revenais du Brésil parce que le Brésil va tenir le G20 à l'automne prochain. Donc, les chefs d'État de tous les 20 pays les plus industrialisés au monde. Et le juge en chef du Brésil a décidé de faire un J20 et d'amener donc les juges en chef de ces mêmes pays-là, des 20 pays, à se rencontrer, faire un sommet. C'est au Brésil. Et le juge en chef m'a demandé de prendre la pôle pour parler justement de l'inclusion sociale, et notamment la communication et éviter la désinformation. Donc, j'ai réalisé que ce que l'on craignait un peu ici, c'est le même sujet de préoccupation partout dans le monde, et surtout même dans des sociétés dites démocratiques, parce que c'est là où le préjudice risque d'être le plus important. La désinformation, c'est le diable également pour l'intelligence artificielle. Donc, c'est un phénomène qui existe. Je pense que le Québec et le Canada se tirent bien l'affaire pour le moment, mais il faut être vigilant.
Et ça peut être très insidieux, la désinformation. Et il y a Mme Brassa, qui était prix Nobel 2021, qui disait qu'il y a les faits qui entraînent nécessairement la vérité nécessaire la confiance. Et ces trois éléments-là forment la démocratie. Et quand on n'a plus ces éléments-là, on n'a plus de démocratie. J'ai paraphrasé sa citation-là. Alors, donc, tout est relié, là. Alors, si on donne la désinformation, si on permet la désinformation, on risque d'attaquer effectivement nos institutions. Et ça peut attaquer, évidemment, la confiance du public dans ces institutions-là. Et ça amène une baisse, une diminution de la démocratie. Justement, vous craignez que ça puisse atteindre les institutions. Vous l'avez vous-même vécu, je crois, durant le siège des camionneurs à Ottawa, où on n'a pas bloqué la Cour suprême, mais on est venu manifester devant la Cour suprême. Ouais. Pouvez-vous juste nous reparler de cette période-là? Est-ce que c'est à ce moment-là où vous vous êtes dit que vraiment on a atteint un niveau sans précédent? Disons que ça choquait. Ça choquait, là. Ça a été un événement assez dramatique quand même, là. Il faut se replacer dans le contexte. Là, je ne parlais pas des dossiers particularisés des gens qui sont devant les tribunaux présentement, parce que ça peut venir chez nous éventuellement. Je vais parler des faits. Je vais me référer au rapport du juge Rouleau, qui a fait quand même un rapport assez extensif là-dessus, puis il a entendu beaucoup de témoins, et là, je parle des faits. Alors moi, j'avais de la difficulté à me rendre à mon bureau à cause de l'impasse créée par le siège, finalement, de la ville. Je réussissais avec les agents de la GRC. J'ai demandé à ce que tous mes juges soient accompagnés également, parce qu'ils ne pouvaient pas se rendre à la cour. J'ai des juges qui ont été harcelés parce qu'ils portaient le masque sur la rue. J'ai vu des gens, des médias d'information bousculés, poussés par ces gens-là. Alors, parmi ces gens-là, il y avait des gens de bonne foi. Des gens qui avaient la mauvaise information, puis il y avait des gens qui avaient des mauvais plans. Hein? Ceux qui portaient la casquette rouge, avec Make America Great Again, puis deuxième amendement. On n'a pas de deuxième amendement au Canada. Donc, il y avait une confusion des genres. Alors, c'est la source de plusieurs causes. Et j'ai trouvé ça assez dramatique. On a pris des gens en otage pendant presque 6 semaines. Alors, le Galerie Rideau, je ne sais pas si vous savez, le Rideau, c'est un des centres commerciaux les plus gros à Ottawa. Bien, il a fermé. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Moi, je réside pas tellement loin. J'entendais le bruit, la pollution, etc. On a pris Ottawa en otage pendant des semaines. C'est pas la liberté d'expression, c'est selon moi, ma définition, quand on touche à la liberté des autres, la santé des autres. Alors, et une partie de ces événements-là était liée à de la désinformation. Alors, vous voyez un effet pratique, là, mais disons que ma crainte vient de plusieurs autres événements qu'on voit un peu partout dans le monde, là, et où il y a certaines personnes, même de bonne foi, ne savent plus distinguer les faits de la fiction. Et quand on ne sait plus la différence entre les faits et la fiction, ça devient dangereux. Oui, totalement. Puis vous disiez que vous vous êtes réunis au Brésil. Vous avez parlé de cet aspect-là et de l'intelligence artificielle. Si on avait à se comparer aux autres pays, est-ce que le niveau est inquiétant ou modéré? Comment on se situerait au Canada? Je pense qu'on se situe encore assez bien par rapport aux autres pays dans le monde, là. Je dois vous dire qu'il y avait juste 2 absents. Là. Il y avait le juge en chef des États-Unis, mais M. Roberts, il ne participe pas à ces choses-là, à ces événements-là habituellement. Et le Japon, ce qui m'a étonné, parce que normalement, ils ont un système de justice assez sophistiqué et très sensible à ces préoccupations-là. Mais il y avait la Russie et la Chine. Ça donnait quand même un portrait assez particulier. Alors, il y avait 3 sessions. Une session sur l'intelligence artificielle comme danger au niveau du système de justice. Il y avait la question du rôle des tribunaux en matière de changement climatique et la question de l'inclusion sociale dont j'ai parlé et la désinformation. Alors, ça préoccupait effectivement tous les pays qui étaient autour de la table. Mais pour répondre à votre question clairement, je pense que le Québec et le Canada se placent quand même assez bien pour le moment, mais il faut être vigilant. Et quand vous parlez de désinformation, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Soit un manque d'information, soit d'une information qui est déformée. Vous le savez, les médias traversent une crise depuis plusieurs années. Juste dans les palais de justice, vous l'avez constaté, il y a de moins en moins de journalistes.
N'empêche, l'information circule très rapidement avec les réseaux sociaux. Comment, et je sais que vous vous accordez beaucoup d'importance aux normes et pratiques journalistiques pour que les journalistes soient soumis à des normes et un code d'éthique. Là où je veux en venir, c'est comment s'assurer qu'il y a un journalisme de qualité sans paraître trop conservateur pour accepter qu'il y a une nouvelle forme de journalisme qui s'installe. C'est ça. Comment donc accepter qu'il puisse avoir du changement alors que tout le monde peut s'improviser journaliste? Oui. Moi, ça me fait beaucoup de peine de voir que les médias d'information traditionnels auxquels nos sociétés ont été habituées pendant tant d'années sont réduites. Manque d'appui, manque de soutien financier. Parce que ces organisations-là, ces médias-là, sont la plupart du temps soumis à des codes d'éthique, à une certaine intégrité, qui fait en sorte que l'information qu'ils donnent est la bonne information. Bon, on peut permettre des éditoriaux, des chroniques, ces choses-là, mais je parle factuellement, là, on donne l'information. Et ce que évidemment, quand j'ai commencé, moi, comme juge, en 2004, à la Cour supérieure à Montréal, il y avait des gens attitrés au palais de justice qui rapportaient les causes. À la Cour suprême du Canada, il y avait un journaliste qui était attitré aux causes de la Cour suprême. On ne voit plus ça aujourd'hui. Les médias sont sous tension, sont sous pression, manque de moyens. Alors, quand je suis devenu juge en chef, j'ai dit on va essayer de faciliter les choses. Parce qu'il faut donner la bonne information. La critique, moi, j'ai aucun problème avec ça, en autant qu'elle soit bien informée. Et donc, dès que je suis devenu juge en chef, j'ai entrepris certaines réformes à la Cour. Finies sont les années où on pouvait se contenter d'espérer, en rendant notre jugement, parce qu'un juge parle par ses jugements. On pouvait espérer qu'en déposant notre jugement, la bonne nouvelle, la bien informée serait répandue. C'est terminé, ça. Il faut faciliter l'accès à l'information. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a instauré certaines mesures à la Cour suprême pour faciliter les choses. Alors, la première des choses, c'est qu'on a créé la cause en bref maintenant. Alors, sur une page, on résume l'essentiel, les tenants et aboutissants d'une décision de la Cour qui peut en prendre 150. C'est pas facile de résumer en une page, souvent des informations scientifiques, bon, mais on le fait. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de rédacteurs dans les salles de nouvelles qui l'apprécient. Énormément. Non, mais je ne veux pas renchérir indûment, mais vous avez raison. C'est pour faciliter la tâche des médias d'information, des journalistes qui participent, qui veulent avoir la bonne information, mais qui ont juste une demi-heure pour aller à l'autre endroit pour couvrir l'autre événement. Alors, la cause en bref, à l'origine, c'était destiné aux gens qui n'ont pas de formation légale. Monsieur et madame tout le monde. Sur une page, je vois qu'est-ce que ça veut dire cette décision-là pour sa personne, sa famille, ses voisins, etc. On s'est aperçu rapidement, on a fait un sondage après un an, et que les médias d'information s'en servent beaucoup, puis on est très heureux de ça. Les juges s'en servent, les avocats s'en servent, les professeurs de droit s'en servent. On dit bien que ce n'est pas un jugement. Là. Le jugement, il est ailleurs. Mais c'est un résumé. C'est un grand succès. Alors, ça permet une plus grande information, une meilleure information. Et l'autre chose qu'on a fait, on a la revue annuelle chaque année, depuis 5 ans maintenant. On a une revue annuelle sur les travaux de la Cour, les statistiques, combien de jugements, quelles sortes de causes, d'où ils viennent, etc. Encore une fois, pour donner l'information, être transparent. On n'a rien à cacher dans les tribunaux au Canada. On a une très bonne magistrature. Il faut que les gens le sachent. Et donc, la revue annuelle. Il y a la conférence de presse. Alors, je vous annonce tout de suite que c'est le 3 juin. J'espère vous voir. Et, à 10h à Ottawa. À 10h à Ottawa. C'est pas dans l'ADN des juges de donner des conférences de presse. Moi, j'estimais que c'était une nécessité à l'ère où on vit pour recevoir les questions, donner l'information, échanger. Donc, encore une fois, permettre et faciliter l'accès à l'information. Quand on dépose une décision, à peu près à chaque vendredi, on rencontre les journalistes. Il y a une avocate qui décrit la cause. C'est quoi les tenants et aboutissants de cette cause-là? Pour faciliter encore la tâche du journaliste pour rapporter la nouvelle. On a instauré, je pensais avant de devenir juge en chef, quand je suis devenu juge en chef, j'ai dit à mes collègues, ça vous tente-tu? J'espère que oui, qu'on aille siéger à l'extérieur d'Ottawa. Alors, on a amené la Cour à Winnipeg, la première fois en 2019, où on a passé une semaine là-bas. Alors, il faut dire que ça ne s'est jamais arrivé ça, en 150 ans. Alors, quand on fait ça, il y a certains risques qui viennent avec ça. Là.
Alors, il fallait que ce soit bien fait, hein, parce que nous, tout est bilingue. Alors, il fallait avoir les interprètes, il fallait avoir la sécurité, il fallait avoir le palais de justice pour nous accueillir, il fallait avoir tout ça. On a passé une semaine à Winnipeg, mais écoutez, on a entendu 2 causes. Les gens faisaient la ligne le matin à 6 heures pour avoir une place au palais de justice. C'est un très grand succès. On a rencontré les 9 juges ont rencontré les étudiants des écoles secondaires dans 9 écoles différentes pour avoir les questions des jeunes pendant 2 heures de temps. On a rencontré les Autochtones là-bas, une grande communauté d'Autochtones. Saint-Boniface, grosse communauté de francophones également. On a été à l'université. On a rencontré les métis également. On a rencontré les étudiants également. Ça a été une semaine pleine. On était tous crevés le vendredi, mais ça valait la peine. Il y avait un besoin, il y avait un désir de savoir qu'est-ce qui se passe. Pas tout le monde qui va t'avoir pour entendre une cause, voir une cause de la Cour suprême. Les gens étaient curieux. Puis je pense que ça fait... Alors, on a tellement aimé ça qu'on a recommencé. Alors, 2 ans plus tard, à Québec. On l'a fait à Québec. Même scénario pendant une semaine de temps. Ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande de la collaboration, une bonne équipe. Les collègues ont collaboré, on a été bien reçus à Québec, ville merveilleuse aussi. Ça a été un très grand succès, même chose. Là. Rencontrer le public au musée, rencontrer les étudiants, entendre 2 causes, le même scénario. Et ça a été un succès. Alors, on va le reprendre éventuellement. C'est d'autres mesures pour éviter ou combattre la désinformation. C'est la seule façon que je vois. Et vous me posez la question, comment la combattre? Mais c'est d'agir dans la mesure de nos moyens. Alors, nous, on a décidé à la Cour on n'est pas des gens sur la place publique. Là. Alors, on peut faire, il y a des limites à ce qu'on peut faire. C'est donc de vulgariser nos décisions, de les faire connaître pour permettre aux journalistes traditionnels, normalement, dans les médias traditionnels, de pouvoir faire leur travail plus facilement également. Et donc, de donner la bonne information. C'est la seule façon de contrer la désinformation. Il ne faut pas lâcher. Souvent, quand on parle de désinformation, on pense souvent peut-être à des théories conspirationnistes ou on pense à des gens qui veulent interpréter les informations à leur façon. Mais question de se regarder, nous, les journalistes, est-ce qu'un manque de journalistes, ça peut causer problème, mais une surmédiatisation d'un procès, est-ce que ça peut causer problème également? Je sais que vous avez été juge pour Vincent Lacroix lors de la fraude Norbourg, lorsque vous étiez juge à la Cour supérieure du Québec. Également, vous avez entendu la cause de l'ex-juge Jacques Delisle, accusé d'avoir tué sa conjointe lorsque vous étiez à la Cour d'appel. Et je pourrais citer plein d'exemples à la Cour suprême, mais il y a eu le droit à la libération conditionnelle après 25 ans d'Alexandre Bissonnette, le tueur de la mosquée de Québec. Donc, lorsqu'il y a des procès qui sont surmédiatisés, puis on sait avec les nouvelles en continu, quand on doit aller rapidement, quand on doit juste sortir les grandes lignes, et on peut peut-être manquer de nuances, est-ce que ça aussi, ça peut contribuer à la désinformation? Qu'est-ce que vous en pensez quand les procès sont surmédiatisés? Non, je pense qu'il n'y aura jamais trop d'informations. Moi, je pars de ce principe-là, en autant qu'elle soit bonne. Alors, c'est là le problème. C'est ça qu'on a réalisé, que les médias traditionnels, très souvent, n'avaient plus les mêmes moyens qu'auparavant pour s'assurer d'une bonne couverture. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut faciliter la tâche. Maintenant, on ne peut pas aller plus loin que ça. C'est sûr qu'il y a des risques, si on en fait trop, de se tromper. Mais c'est mieux si on le fait de bonne foi que si volontairement on donne la mauvaise information. Moi, je suis prêt à pardonner facilement si on a tenté le meilleur, qui est à faire des erreurs. Mais vous savez, la désinformation, c'est pas juste dans le domaine des médias sociaux. Hein? On a eu un épisode il n'y a pas tellement longtemps où même des élus ont mal lu, en fait, ils n'ont pas lu, la décision de la Cour. Et donc, on passé de résolution à l'Assemblée nationale qui n'avait aucun bon sens. Et immédiatement après, dans les heures qui ont suivi, les chroniqueurs, les journalistes invités aux journaux télévisés, les journalistes écrits le lendemain, on dit, voyons donc, cette motion-là n'a pas d'allure. Si quelqu'un prend la peine de regarder le jugement. Ce sont les médias qui ont ramené les pendules à l'heure, parce qu'ils ont pris le temps de lire la décision. Et il y a eu des excuses qui ont été données par certains élus, en disant on s'excuse, on n'aurait pas dû, mais on n'avait pas lu la décision. Ben oui, c'est ça. Quand on critique, on doit lire avant.
on ne nommera personne ici aujourd'hui, mais je vais vous amener sur une autre piste parce que comme je le disais un peu au début, votre première tâche, c'est d'entendre et de vous prononcer sur des causes, et tout type de causes, que ce soit criminel, civil, du litige commercial, mais il y a également des dossiers qui touchent la liberté d'expression, les médias. Quelques causes sur lesquelles vous avez siégé, j'en ai quelques-unes en tête, mais je vais quand même vous laisser l'opportunité de vous prononcer sur celles qui vous ont le plus interpellé. Oui, alors, au Canada, on a la Charte des droits et libertés. Il y a l'article 2 de la Charte des droits qui prévoit la liberté d'expression. Alors, la liberté d'expression a été interprétée à plusieurs reprises par la Cour suprême depuis 1982. Moi, je suis à la Cour depuis 2012, donc j'ai eu quelques occasions, effectivement, de m'exprimer là-dessus. Et c'est dans le contexte souvent de matière criminelle, notamment dans les cas où il fallait se demander jusqu'à quel point il doit y avoir un huis clos, par exemple, où là, il est interdit de rapporter ce qui se passe devant la Cour. Ça met en cause la publicité des débats, qui est un principe fondamental en droit canadien, que la Cour a repris à plusieurs reprises. Pourquoi? Question de transparence. Il faut que les gens sachent ce qui se passe dans une salle de justice. C'est toujours la même chose. Hein? Si on n'a pas de transparence, les gens vont se poser des questions, ils vont avoir de la désinformation. Alors, il faut être transparent, on n'a rien à cacher. Donc, c'est toujours en naviguant ces principes-là, les principes de protéger la vie privée de certaines personnes. Exemple, les informateurs de police. Exemple, les victimes de crimes. Et en même temps, donc, protéger cette vie privée-là, mais en même temps, protéger d'autres valeurs également, qui est la publication des débats et donc la liberté d'information. Alors, il faut naviguer dans ces eaux-là. On parle de valeurs fondamentales. On ne se poserait pas tant de questions si c'était des valeurs secondaires. Mais parce que ce sont des valeurs fondamentales, il faut naviguer, puis il faut trouver un chemin entre les deux. Alors, il y a eu des arrêts de la Cour suprême où je me suis prononcé, entre autres, sur les circonstances dans lesquelles on pouvait y avoir un huis clos total ou non. Dans quelques semaines, vous allez voir, il y a un dossier qui va être rendu, un jugement qui va être rendu sur le fameux procès secret, soi-disant secret, là, que la Cour d'appel du Québec a rendu début juin. Pas en même temps que votre conférence de presse annuelle. Quelques jours après. Je ne peux pas vous dire le contenu, là, évidemment, mais je peux juste vous dire là, que c'est des mots malheureux que la Cour d'appel a utilisés. Il n'y en a pas de procès secret au Canada. Ça n'existe pas. Et bon, je pense que c'était de bonne foi. Là. Ils voulaient démontrer l'importance du principe, là, mais il n'y en a pas de procès secret. Donc, c'est dans ces eaux-là qu'on devait naviguer pour protéger à la fois la valeur de la liberté d'expression et la valeur également de protéger la vie privée des gens qui demandent pour leur propre sécurité à être protégés. Je sais que vous aimez démocratiser les institutions. Là, on va passer au processus de démocratiser les questions ici dans la salle. On doit libérer la salle parce qu'il y a un spectacle à 17h. Bien, on doit libérer la salle pour 17h30 c'est pas moi en raison du spectacle. Ben, vous ne le savez pas encore, mais alors, comme d'habitude, on garde toujours une période de questions pour laisser la place au public pour se poser les questions que vous voulez. J'ai vu une première main levée ici. Vous aviez déclaré l'année dernière que vous étiez mal à l'aise avec le processus d'opacité du processus des plaintes. Qu'est-ce qui a amené aujourd'hui par rapport à ça? Et ma deuxième question, est-ce que la décision de la Cour suprême, c'est une décision finale par rapport à ce qui s'est passé chez nos voisins? Sur quel sujet? Sur n'importe quel sujet. Est-ce que la décision de la Cour suprême au Canada, c'est final? Ou si on peut revenir sur la décision? C'est final. Ça, c'est pour la deuxième volet de votre question. Mais c'est final, mais on peut revenir sur les mêmes enjeux éventuellement si les circonstances changent. Exemple, l'aide médicale à mourir. Dossier Rodriguez, 1986. 5 contre 4. 5 juges ont dit que les dispositions du Code criminel
qui criminalisait l'avortement, pas l'avortement, l'aide médicale à mourir, était constitutionnel. 4 disait non. 2016, arrêt Carter, même maladie, 9 juges de la Cour suprême, 9-0. On a déclaré inconstitutionnel les mêmes articles de la loi. Pourquoi? Puis la différence entre les deux, c'est qu'il y a eu quand même plusieurs années de différence. Les attentes des citoyens étaient différentes. La science avait évolué. La preuve devant le premier juge a duré 1 an dans le deuxième dossier de Carter en 2016. C'était un jugement qui a été rendu par la Cour. Quand on dit par la Cour, ça veut dire que tous les juges participent à la rédaction. J'ai participé à la rédaction. Et c'est encore on en parle encore là, de l'aide médicale à mourir. Là. Si les gens, les élus entre autres, ils relisaient notre décision, tout est là. Je pense, tout est là. Alors, on n'est pas des politiques, nous, on ne décide pas ces choses-là, mais on rend des jugements. Et je me souviens très bien qu'on voulait couvrir large dans cette décision-là. Je n'irai pas plus loin que ça. Sur votre première question, on a demandé des changements. Alors, vous demandez des... je n'étais pas satisfait du processus de disciplinaire. C'est parce que au Canada, là, quand il y a une plainte contre un juge, c'est le Conseil canadien de la magistrature, qui est un comité spécial d'éthique, qui s'occupe de ça. Bon. Et selon l'ancienne loi, ça pouvait prendre des années avant qu'un juge soit discipliné. Il n'y en a pas beaucoup, hein? On les compte sur une doigt d'une main là, de ceux qui l'ont été. Là. Ça n'arrive pas souvent, puis tant mieux. Mais quand ça arrive, il faut que ça arrive, puis que ça soit sanctionné rapidement. Et dans 2 cas qu'on a connus, la plainte a été déposée et 10 ans plus tard, le juge est encore là. Okay? Plein salaire pendant 10 ans. Les citoyens n'avaient pas de juge à Rouyn-Noranda. Il n'y avait pas de juge pendant 10 ans de temps là-bas, résident. Puis lui, il reportait les... J'en parle parce que c'est terminé. Là. Et à l'époque, la loi était tellement faite qu'il pouvait y avoir plusieurs révisions judiciaires de toutes les décisions interlocutoires rendues durant le processus. Ce qui a pris 10 ans. Alors, après 10 ans, il a démissionné parce que là, il avait droit à sa pleine pension. Alors là, il y a maintenant sa pleine pension, qui est les 2 tiers de son salaire indexé par année. C'est un scandale. Je l'ai dit à l'époque, c'était un scandale. Même s'il y a un cas comme ça, c'est un cas de trop. Alors, j'ai demandé des amendements à la loi. J'ai talonné le gouvernement pendant des mois et des mois et des mois pour avoir des amendements. Ça a été plus long que prévu, mais on les a eus. Et donc, maintenant, il n'est plus question de délai comme ça. Là, il y en a un autre pendant présentement, j'en parlerai pas plus qu'il faut, mais qui suit les vieilles règles. Donc, qui étire les choses pour avoir peut-être pleine pension. Mais on ne verra plus ça dans l'avenir. Parce qu'on a eu les amendements et le processus est beaucoup plus clair, beaucoup plus transparent, et je suis satisfait. J'ai une question ici à ma droite. Monsieur le juge, j'ai lu une expression « à la petite voile, il faut toujours faire avec le vent ». Comment qualifiez-vous l'influence des sondages sur l'information? C'est un vent dominant, modéré, faible. Bon, il faut laisser des spécialistes pouvoir se prononcer là-dessus, mais vous savez, les sondages, il faut faire attention avec ça. Hein? C'est une donnée qu'on doit analyser parmi d'autres données. Alors, en termes génériques, là, c'est comme ça que je m'exprime. Mais les sondages peuvent être intéressants pour tenir le pouls, par exemple, d'une opinion, d'une population en matière de désinformation, en termes de confiance, par exemple, dans nos institutions. Alors, il y a des différents sondages qui ont été, par exemple, déposés dans les dernières années sur la confiance des Canadiens, des Québécois envers leurs institutions, et on se débrouille quand même assez bien. Donc, ça, c'est pour les sondages, donc je vais me limiter à ça. En particulier au Québec, d'ailleurs. Oui, à vous derrière. Oui, je veux simplement vous remercier d'avoir ouvert les canaux de communication de la Cour suprême vers nous, les citoyens. Comme ça, nous sommes vraiment beaucoup mieux informés. Merci beaucoup. Des fois, avec le projecteur, on ne voit pas toujours, mais j'ai vu une main à l'arrière de ce côté-ci. Si vous voulez vous lever pour poser votre question. Oui, bonjour, Monsieur le juge. Bonjour. Vous revenez du Brésil. J'ai rencontré le juge Barroso, donc le juge en chef du Brésil, il y a quelques semaines, dans une entrevue à Montréal. Et le juge, on le dit, a des super pouvoirs au Brésil. Et la Cour suprême du Brésil veut un peu se porter un peu en défendresse de la démocratie.
Ils ont une constitution bien différente de la nôtre, mais je me demandais si vous croyez, parler justement de changement de circonstances tout à l'heure, est-ce qu'on a besoin, est-ce que les juges au Canada ont besoin de nouveaux pouvoirs au cas où il y aurait aussi des menaces à la démocratie ici, où là, il y a peut-être des trous dans notre constitution? Ben, j'ai lu votre entrevue d'ailleurs, c'était très intéressant. Je connais bien le juge Barroso, d'ailleurs c'est lui qui m'a invité à parler de la désinformation. Le Brésil, faire attention, hein, on a des systèmes qui sont différents. Je vais faire de la diplomatie judiciaire. Le spectacle s'en vient. Parce qu'on a été bien reçus, mais l'histoire du Brésil est différente de celle du Canada. Hein? En partant, il faut faire attention à des comparaisons. Et moi, je pense qu'on a tous les outils au Canada à ce moment-ci, mais c'est aux politiques à décider ça. Mais on a une belle constitution, on a une belle charte des droits, on a une belle magistrature. Vous allez dire que j'ai des mots belles facilement, là, mais ce que je veux dire, c'est solide, bien ancré. Les principes d'indépendance judiciaire est bien suivi, en général, au Québec, au Canada. L'état de droit, hein, les précédents, on est bien, là. Il y a des carences à l'occasion, j'en ai parlé tantôt, là. Un élu peut faire des déclarations hors contexte, tout ça, mais généralement, quand on regarde ça, en général, ça va très bien. Je pense qu'on n'a pas besoin de pouvoir additionnel. Vous savez, je parlais de sondage tantôt. Il y a un sondage de Léger là, qui reprend un peu le sondage d'une autre entreprise l'année précédente, qui démontre, par exemple, que les tribunaux, je pense que c'est 74% de confiance des Québécois dans les tribunaux, et notamment la Cour suprême. C'est 10% de plus que dans les autres provinces. C'est ici au Québec où la Cour suprême a le plus de confiance des citoyens. Mais généralement, pour les autres cours, en général également, l'estime est très élevée encore. Selon Léger, je pense qu'on était troisième après les policiers et Élections Canada. Bref, c'est peut-être pas le cas au Brésil. Ils ont passé à travers des histoires difficiles. La polarisation là-bas des opinions est évidente. Je ne peux pas dire que c'est le cas ici. Donc, il faut faire attention. Il ressent peut-être le besoin d'avoir d'autres pouvoirs, mais je ne suis pas en mesure de dire ça ici pour le Québec ou le Canada. Je sais qu'il y a beaucoup de journalistes dans la salle. Je vais quand même essayer de favoriser une alternance citoyen et journaliste. Il y aurait une citoyenne, c'est ça? J'aurais tendance à favoriser s'il y a une question d'une femme citoyenne, je la prendrais. Sinon, je vais prendre un citoyen. Je crois que derrière, oui, avec la casquette. Allez-y. Oui, bonjour, monsieur le juge. Bienvenue chez nous. Ça nous touche beaucoup que vous soyez là. Déjà, c'est un geste que je trouve important. J'aimerais on sent bien votre engagement au niveau de l'accès à la justice. Vous l'avez dit, puis vous en avez parlé au Brésil au niveau des personnes les plus démunies. J'aimerais vous entendre sur les conséquences de l'arrêt Jordan qui ont des effets, à moi, qui, comme citoyen, me troublent. Et aussi, parfois, par quelque chose que je dirais l'embourbement des tribunaux, des fois, parfois, en lisant l'actualité, je me demande parfois pourquoi certaines causes mobilisent autant les tribunaux de notre pays. Donc, voilà. Bien, je partage votre inquiétude. On va mettre les choses au clair pour commencer. Là. Jordan, là, j'étais dissident dans Jordan. Mais c'est la loi. C'est la loi. Parce que c'est la majorité qui a gagné. Alors, je trouvais que c'était un peu un prix lourd à payer. Je voyais que peut-être qu'il y aurait des problèmes là, au niveau des procès criminels, de mettre fin aux procédures. Et l'impact que ça peut avoir dans l'œil du citoyen. Ça se fait que le président meurtrier va être libéré comme ça. Là, bon. Ça peut nuire à la crédibilité du système de justice. Mais c'est la majorité qui a gagné et je me suis rallié et je pense que c'était du bon droit. Parce qu'il faut reconnaître qu'à l'époque, un procès au criminel pouvait prendre 5 ans avant d'arriver. Il n'y a pas de raison au monde pourquoi dans une société quand même assez riche comme le Québec et le Canada,
on peut se prendre 5 ans pour avoir un procès. Après 5 ans, les témoins ils se souviennent de quoi? Les victimes vont être obligées de venir témoigner après 5 ans. Puis pour l'accusé également, je veux dire, la Charte des droits dit qu'un accusé a le droit d'avoir un procès dans un délai raisonnable. C'est ce que la Charte dit. Bon, un délai raisonnable, c'est quoi? Bon, la Cour a décidé que là, c'était fini maintenant. Des affaires de 5 ans, 6 ans, même 8 ans, avant d'avoir un procès. Ça devient une injustice. Hein? Justice delayed. Mais avec ça, donc, il est arrivé des arrêts de procédure. Mais je pense qu'on se pose la mauvaise question. C'est pas Jordan qui devrait s'arrimer avec la réalité, c'est la réalité qui devrait s'arrimer avec Jordan. En d'autres mots, les autorités devraient faire en sorte qu'effectivement le système de justice puisse fonctionner et qu'un accusé ait son procès dans un délai raisonnable de moins de 3 ans, finalement. 30 mois. Et c'est pas l'inverse. On ne devrait pas changer Jordan pour tenir compte du fait qu'il y a des arrêts de procédure. Il ne devrait pas avoir d'arrêt de procédure si on respecte Jordan, mais en donnant les outils aux juges. Et ça, c'est une responsabilité mixte, mais elle est surtout dirigée aux gouvernements provinciaux. Alors, c'est le gouvernement provincial qui est responsable de l'administration de la justice. C'est le gouvernement provincial qui paye les greffiers, qui paye les palais de justice, qui s'assure de la technologie pour faciliter l'accès à la justice. Et je peux vous dire une chose, j'ai été juge de la Cour supérieure, ma conjointe est juge de la Cour supérieure aussi. C'est désastreux, présentement, le manque de soutien donné aux juges. Désastreux. Les gens sont sous-payés. C'est encore pire à Gatineau, parce que là, ils ont juste à traverser la rivière, venir à Ottawa, puis déjà, ils ont des augmentations de salaire incroyables. Alors, on a manqué à ce niveau-là. Et s'il y avait plus de juges, ça, c'est la responsabilité du fédéral et des juges fédéraux. J'en ai parlé, là. On n'en a pas parlé dans les questions, mais je peux vous en parler rapidement. Mais l'appui des provinces est essentiel pour un bon fonctionnement des tribunaux, pour que les procès se tiennent dans un délai raisonnable. Puis ça peut se faire. Bien, ça s'agit d'avoir une volonté. Le problème du système de justice au Québec, au Canada, ça n'a jamais été, ça a été toujours un parent pauvre. On a investi beaucoup dans la santé puis dans l'éducation, puis c'est correct, c'est prioritaire, j'en conviens, mais on a mis de côté le système de justice. C'était comme, ils vont s'arranger à travers les années, depuis les 50 dernières années, je vous dirais. Et on n'a pas mis toute l'énergie qu'on a mis dans les autres domaines, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la justice. Puis moi, la justice, selon moi, là, c'est comme un besoin humain, c'est comme l'eau et la nourriture. Les gens ont soif de justice. Hein, l'expression « avoir soif de justice ». Alors, c'est un besoin. Si les gens réalisent qu'ils n'auront pas justice, c'est le début de la fin. Là. Les gens vont régler leurs problèmes sur le coin des rues. Bon. Alors, pour moi, c'est important de pouvoir appuyer beaucoup le système de justice et c'est la responsabilité des 2 niveaux de gouvernement. Pour les juges, bien rapidement, vous savez qu'il y a des juges, là, il y a des postes de juges qui sont vacants pendant des mois et des mois. Bien, s'ils étaient remplis, il y aurait moins de causes Jordan. Et ça, vous avez 3-4 jugements récents de la province d'Ontario qui l'ont établi. Parce qu'il n'y a pas de juge, il est obligé d'arrêter les procédures parce qu'il dépassait son 30 mois. Pourtant, le poste était vacant depuis plusieurs mois. À une des dernières réunions du Conseil canadien de la magistrature, dont j'ai parlé tantôt, là, les 44 juges en chef, on se rencontre 2 fois par année. Les juges en chef m'ont dit, écoutez, là, il faut faire quelque chose. Là. J'ai dit, très bien. Alors, j'ai rencontré le ministre de la Justice. J'ai dit, ça n'a pas d'allure, là. Il faut nommer les juges. Les postes sont vacants pendant des mois et des mois. Alors, il m'a dit, je suis d'accord avec vous. Le problème, ce n'est pas au ministre de la Justice. Très bien. Alors, j'ai écrit au premier ministre. Ça devait être une lettre confidentielle. Ça a été publié dans les médias. C'est pas moi qui l'ai publié. Alors, mais ça a créé un petit peu de tension. Et le problème n'est pas encore résolu. Hein? Alors, moi, je suis ça de près, là. On va voir dans les prochains mois. Il reste moins de 10 minutes. Je pense que j'ai de l'espace pour 2 questions. Je sais qu'il y en avait une ici en avant. Non, ça va? Citoyen. Permettez-moi cet effet casquette. Oui, à gauche. Merci, M. le juge. Félicitations aux organisateurs d'avoir réussi à vous amener. Je vais vous ramener
Code civil, s'il vous plaît. C'est quoi l'avenir du Code civil au Québec, finalement, dans ce contexte-là, où le common law prend peut-être, dans notre perception, de plus en plus de place? Ben, je vous remercie de votre question parce que je n'ai pas la même perspective. Okay. Moi, je trouve que le Code civil, le droit civil prend de plus en plus de place. Alors, moi, j'ai toujours, évidemment, moi, j'ai pratiqué au Québec toute ma carrière. Puis les avocats au Québec, on traite du droit civil puis du common law au quotidien. Le droit criminel, c'est du common law. L'insolvabilité, c'est du common law. Taxes, ces choses-là. Alors, pour les avocats, les juristes du Québec, là, c'est facile quand même de pouvoir pratiquer dans les deux systèmes. Un peu plus compliqué pour les avocats des autres provinces du Canada. Donc, quand on arrive à la Cour suprême, on a 3 juges du Québec qui connaissent leur droit civil, en principe. Je pense qu'ils le connaissent. Et donc, ils sont appelés à traiter de tous les dossiers à travers le pays, que ce soit en droit civil ou en common law. Et inversement, là, il se fie souvent à ce que l'on peut donner comme opinion au niveau du droit civil, mais ils sont bien entourés, puis ils font les efforts pour bien le connaître. Et j'ai toujours pensé que le droit civil et le common law, finalement, avaient la même finalité, mais par des moyens différents. On vit dans le même pays. Le droit est censé représenter les valeurs. Le droit, c'est des valeurs. Hein? Le Code civil, le common law, c'est des valeurs de société, des valeurs morales, des valeurs de société. On vit dans le même pays. On devrait, entre le Québec et l'Ontario, on devrait avoir les mêmes finalités. En d'autres mots, qu'on passe par le droit civil ou le common law, on devrait arriver aux mêmes résultats. Et on l'a démontré dans certains arrêts. Je pense à l'arrêt Basin, par exemple, qu'on a rendu il y a quelques années. Jean Coutu également, c'est un autre arrêt. Où 2 dossiers, un qui vient du droit civil du Québec, l'autre de common law, ont été arrivés à la même conclusion juridique, en appliquant la théorie de la bonne foi, par exemple, qui est une théorie qui est inscrite au Code civil depuis la Réforme, mais qui est une théorie qui a été développée par la Cour suprême dans les années 70, et qui est maintenant dans le Code. Mais la bonne foi dans le common law, là, hein, les gens sont obligés d'agir de bonne foi avant un contrat, durant un contrat, puis après un contrat. Pour nous autres, au Québec, là, c'est du naturel, ça, c'est facile. Mais pour les gens de common law, c'est compliqué. La théorie, puis là, il fallait... Bon. Mais on arrive maintenant presque au même point. Alors, le droit civil a influencé le common law dans ces dossiers-là et continuera à le faire. Moi, je suis très optimiste. Et il faut maintenir le respect des 2 traditions juridiques. Et moi, je suis très optimiste pour l'avenir à ce niveau-là. Comme j'aime prendre les questions provenant de toutes les couches de la population, une voix provenant du milieu syndical, une question? C'est pas une question syndicale. Ah, OK. J'ai déjà déclaré dans une circonstance publique que le droit ne précédait jamais la société. On vous entendez pas? Peut-être anecdoter, s'il te plaît. J'ai déjà déclaré dans une circonstance qui a été publiée que le droit ne précédait pas la société. Vous, comme juriste, avez-vous une opinion sur le fait que le droit devrait peut-être accélérer le pas dans des enjeux sociaux qui, eux, s'accélèrent dans ce qu'on vit et où le droit est un peu, je dirais, rétrograde ou... je cherche le bon terme, mais le droit est très aussi axé sur une conception masculine des droits. Bonne question. Non. Mais vous savez, le droit, nous, on est des juges. Alors, on applique, on interprète et on applique le droit. On ne le fait pas. Mais en cas d'ambiguïté, on peut l'interpréter. Et c'est là où les nuances arrivent. Et quand on traite avec des valeurs aussi, c'est là où les nuances peuvent s'appliquer. Mais il reviendra toujours à l'Assemblée nationale ou au Parlement fédéral d'adopter les lois. Et on peut les aider, par exemple. Alors, l'aide médicale à mourir est un excellent exemple, l'arrêt Carter en 2016, où là, on a donné quand même des indications. Qu'est-ce que ça peut couvrir, l'aide médicale à mourir? Là, il y a eu une cascade de législation, d'amendements. Ça a été un petit peu difficile pour le Parlement fédéral et pour l'Assemblée nationale de s'arrimer avec ce qu'on avait décidé et ce qui est encore pertinent aujourd'hui dans l'arrêt Carter. Est-ce que c'est de devancer la loi, ou si c'est de le suivre? Je vous laisse conclure.
dernière petite question ici. Ah oui? Oui. Je gère le chrono. Il me reste du temps. Donc, vous avez été gouverneur général par intérim pendant 6 mois. Ça vous a amené à avoir une grande proximité avec l'exécutif. Je me demandais, est-ce que ça, il n'y a pas un risque pour l'indépendance judiciaire, puisque vous êtes amené à demander des modifications aux lois? Et je sais qu'il y a des constitutionnalistes qui ont soulevé la question. Donc, et ça, plus la COVID vous a amené à être très proche de l'exécutif. C'était pas un problème, en tout cas pour ce qui est de la règle de faire du juge en chef le gouverneur général par intérim, est-ce qu'il n'y a pas un problème assez sérieux pour ce qui est de l'équilibre des pouvoirs au Canada? Oui. Évidemment, quand je décidais quand je recevais des ambassadeurs étrangers, puis je les souhaitais la bienvenue, puis tout ça, j'avais mon chapeau d'administrateur du Canada, je ne voyais aucun problème. Quand je rencontrais les employés de Rideau Hall, pas de problème non plus. Quand je signais comme gouverneur général, là, on pouvait se poser des questions au niveau de l'apparence. Mais je n'avais pas mon chapeau de juge. J'interprétais rien, moi. Je ne faisais que signer ce que le Parlement avait déjà adopté. Alors, c'est sûr qu'au niveau de l'apparence, on peut en parler. Vous auriez pu être amené à vous pencher sur une loi que vous aviez vous-même signée. Oui, théoriquement. Bon, est-ce que j'aurais siégé dans ce dossier-là? Probablement pas. Quand même. Mais il y a une question d'apparence qui est légitime, là. Et ça a été soulevé à l'époque. C'est un des rares régimes dans le monde. On a un régime comme ça. Ça n'arrive pas souvent. C'était en fait la première fois où, je pense, depuis de très, très, très nombreuses années, où on a dû avoir un administrateur du Canada. Donc, les chances, les risques sont minimes. Mais c'est une question légitime. Mais je peux vous dire que moi, en ce qui me concerne, à chaque fois que j'avais mon chapeau d'administrateur, je ne jugeais ni du bien fondé, en fait, le bien fondé de la législation. Il appartient au Parlement de faire ça. Richard Wagner, non pas le compositeur, parce que vous venez me confirmer que vous ne participerez pas au spectacle de ce soir. Juge en chef à la Cour suprême du Canada, je rappelle que votre conférence annuelle se déroulera le 3 juin à Ottawa à 10 h. Donc, pour tous les journalistes de la salle, j'imagine qu'ils sont invités à cette conférence de presse-là. Et je rappelle également que la Cour suprême qui s'est déplacée à Winnipeg et à Québec, si un jour vous passez par la Gaspésie, je suis sûre que je suis sûre que le bâtonnier de la région ici fera plein de démarches administratives pour que ça puisse se dérouler en Gaspésie. Je garde ça à l'esprit. D'ailleurs, on fête notre 150e anniversaire l'année prochaine, en 2025. Alors, qui sait? Richard Wagner, j'aime bien rappeler que la particularité de ce festival de journalisme, c'est possible grâce au public et on le fait pour le public. Alors, n'hésitez pas, si vous croisez le juge dans le foyer, dans le corridor, ou toute autre personne, tout autre participant, n'hésitez pas à venir nous poser des questions. Je crois que le juge s'est mis disponible pour répondre à quelques questions. Donc, on est là pour vous, ça nous fait plaisir, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci.